Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode. Ça commence bien, Nayan. Je suis pas du tout. Ça va. Je vous ai dit, je suis pas du matin, hein, toujours pas. Ça fait 2 ans. Épisode de bouffe de la. Je suis toujours Nora Boisouni. Je suis en train de fondre. J'espère que ça va chez vous, pas trop mal. Ici, c'est horrible. Voilà, il fait 40 degrés. Je pense que voilà. Je suis toujours très heureuse de vous retrouver en direct et en chat. Et je vois que dans le chat, il y a déjà du monde. Il y a Eurial, évidemment. Bonjour Eurial. Eurial, toujours là. Heureusement. Puis plusieurs personnes. Il y a du monde, dis donc, ce matin. TT9400 qui dit artiste ethnoculinaire. Qu'est-ce à dire que ceci? Eh bien, nous allons en parler, évidemment. On brûle de partout, dit Flocopo. Putain, ton emoji flocon de neige me fait du bien. Tu vois, bizarrement, cognitivement, je me sens plus fraîche. Merci vraiment à tout le monde. Bonjour, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Merci vraiment, c'est trop cool de voir qu'il y a autant de gens. Bon courage vraiment à tout le monde avec cette chaleur. Je regardais sur mon fil Instagram tout à l'heure, il y avait un reporter qui a posté un article, je crois que c'est reporter en disant que à Neuilly, effectivement, on ne vit pas la canicule de la même manière. Et il y a une dame qui disait que ses chiens dorment dans une pièce climatisée. Et bon, c'est super pour ces chiens. Moi, j'aimerais bien hein, que déjà mon corps dorme dans une pièce climatisée. Mais elle avait l'air plutôt empathique. Alors après, on verra si elle vote l'empathie, le parti de l'empathie et pas le parti de l'argent. Heu, N'oubliez pas de réagir, de poser, vos questions. Oui, il fait chaud en cuisine et oui et puis c'est arboré Neuilly. Bah, il y a quelqu'un qui disait ça dans l'article, hein, disait: «Bah, oui, il y a le bois à côté». Donc je suis ravie. N'hésitez pas, vous poserez des questions à mon invité qui est absolument formidable, que j'adore et je suis très contente de la recevoir. Mais d'abord, n'oubliez pas, évidemment, évidemment, de vous abonner, de vous adonner au poste pour qu'on puisse continuer l'année prochaine. Parce qu'évidemment, on va faire une pause, hein, la pause fraîcheur, la pause vacances, la pause hydratation, comme pour la Coupe du Monde. De vous abonner au poste parce que comme ça, on peut continuer à vous proposer des vidéos, des émissions, des lives, de très bonne facture, j'ai envie de vous dire quand même, on se jette des fleurs un petit peu évidemment. Et puis parce que de toute façon, vous le savez très bien, comme je le dis depuis 2 ans, l'indépendance, contrairement à la gentillesse, eh bien, ça n'est pas gratuit. On essaye de mettre un peu de trouble dans l'ordre dominant qui met ensemble les mots et les choses, les mots et les images. Aujourd'hui, on va parler, d'artivisme et oui, j'ai bien dit artivisme culinaire. Résister en mangeant, goûter les paysages, boire un coucher de soleil, des pâtes antifascistes italiennes aux estuaires du Rhône, de la cueillette politique à la recherche-action, qu'on va définir. Comment l'art permet-il de raconter la nourriture autrement, de faire corps avec le vivant et les territoires? Pour répondre à ces questions et tant d'autres, j'ai le plaisir, et si je bouge trop, ça fait quick, quick, quick. J'ai le plaisir de recevoir en visio pour ce dernier épisode de la saison de Bouffe de la Floriane Facchini, auteure, metteuse en scène, artiste ethno-culinaire. Disclaimer, Floriane est une amie. J'invite mes amis sont formidables. Que voulez-vous? Bonjour Floriane, Bonjour Nora, bonjour tout le monde. comment ça va? Ça va, merci. Je suis contente de voir ta tête. On est en raccord couleur, t'as vu? Ah, c'est magnifique, et puis tu as le soleil, toi, sur ton dos. Avec ce livre de David Graeber, évidemment. Oh, il y a mon livre en haut. Oh, Ça, il y c'est a ma Manger les riches. librairie, il y a tous les livres. J'avoue, je les ai pas bougés. Ils sont là, il y a C'est toutes les magnifique. œuvres et je les mets bien en avant. Voilà. Magnifique, je te remercie. Voilà, il y a Manger les riches en haut à droite. Je l'ai repéré tout de suite avec cette magnifique couverture de Léa Chassagne que je salue si elle nous regarde, si elle tombe sur cette émission un jour. Nous allons. Ah oui, JST42 qui dit ça le change beaucoup d'Avduf quand il se rase. Et oui, nous ne sommes pas la même personne. Je vous le répète encore une fois. Oui, on nous a vus dans la même pièce. Je ne suis pas Batman. Il n'est pas, j'allais dire John Wayne. N'importe quoi. Bruce Wayne, évidemment. Voilà, Nayan se moque de moi, je le sais bien, il a bien raison. Floriane,
je suis ravie déjà que tu acceptes cette invitation. Ça fait longtemps qu'on veut discuter toutes les deux dans cette émission, donc je suis très contente qu'on puisse le faire. En plus, tu clôt la saison de Bouffe de là. On s'est rencontrés à Marseille. Tu m'as invité à collaborer à un de tes projets au sein du ZEF, qui est une scène nationale. Toi, tu travailles en tant qu'artiste associé au sein de plusieurs scènes nationales, notamment donc le ZEF à Marseille, la Garance à Cavaillon. C'est quoi une scène nationale déjà et c'est quoi une artiste associée? Donc, Scène nationale, c'est un label, hein. C'est un label qui est décerné par le ministère de la Culture à des théâtres publics français. Et leurs objectifs, leurs obligations, donc leur cahier de charges, comme ils disent, c'est faire des programmations pluridisciplinaires dans le domaine du spectacle vivant, du théâtre, de la performance, aujourd'hui de plus en plus aussi de l'art culinaire, de la danse, etc. Il y a beaucoup de scènes nationales qui accompagnent et qui mènent aujourd'hui aussi des projets des territoires, donc des projets sous les temps longs, qui permet d'activer un vrai temps de travail avec la population locale, les quartiers dans lesquels les théâtres il est implanté, par exemple. Et donc, être artiste associé, bon, déjà, c'est une chance, c'est super, c'est vraiment quelque chose que, en tout cas, moi, dans mon parcours, j'ai construit après des années, des années, des années de travail. Ça n'a pas tombé comme ça. Je suis devenue artiste associée à 45 ans. J'ai commencé le théâtre de manière professionnelle à l'âge de 20 ans. Donc, c'est quelque chose qui peut arriver au début, au milieu de son propre parcours. J'espère pas à la fin, voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui arrive à un moment aussi pour donner, moi, comme je l'ai vécu, c'est vraiment, ça a été un moment pour moi qui m'a permis et qui est en train de me permettre encore aujourd'hui de développer des projets sous un temps long, d'avoir un accompagnement aussi sous mes créations futures. Ça, c'est très important. Parce que dans le monde du spectacle vivant, chaque nouveau spectacle, chaque nouvelle création, c'est un monde à part, on recommence tout à zéro. Bien évidemment, on a un autre réseau, mais il faut rechercher les partenaires, les personnes qui nous coproduisent, etc. Donc, être artiste associé, ça permet aussi d'être accompagné sous un temps, 2, 3, 4 ans pour certains artistes. Et ça permet aussi de tisser un lien, je dirais, privilégié avec un théâtre, mais aussi avec la population, les habitants et les artistes qui rayonnent autour de ces théâtres et de ces territoires. Voilà. Après, c'est aussi des contraintes, bien évidemment, parce qu'il faut donc créer pendant le temps qu'on est artiste associé, créer des événements, de projets, être constamment aussi en échange. Ça va, c'est des contraintes assez cool, mais c'est vrai que les projets territoires et les créations, ils demandent beaucoup d'énergie. Ce sont des projets de territoire, par exemple, vraiment chronophages, dans lesquels on travaille des heures pour prendre une décision. Donc, voilà, ce sont aussi des engagements importants, forts à tenir sur le long terme. Oui. Oui, parce qu'on rappelle quand même, quand on est artiste, artiste-autrice, artiste-auteur, toute la recherche, le temps de recherche et le temps de création, c'est pas un temps qui est facilement rémunéré, ni même rémunéré tout court. Donc c'est vrai que comme tu le disais, pouvoir avoir ce temps-là, qui est rémunéré, par les scènes nationales, c'est vrai que c'est un privilège, mais un privilège que toi tu as gagné évidemment, depuis, en bossant depuis très longtemps comme tu le rappelais. Mais voilà, je tiens à rappeler pour les gens qui nous écoutent que quand on écrit un livre, quand on monte une pièce ou une performance ou un spectacle, tout le temps de recherche, il ne nous est absolument pas rémunéré. On n'a pas ce qu'on appelle la continuité des revenus. Et d'ailleurs, si vous voulez aller vous renseigner là-dessus, la continuité des revenus, il y a un site qui est fait aussi par les syndicats des artistes auteuristes pour nous soutenir, parce qu'on n'a pas le droit au chômage non plus, hein, évidemment, voilà, en tant qu'artiste auteuriste. Je voudrais que tu nous racontes un peu ton parcours, parce que toi, tu es diplômé en histoire du théâtre et dramaturgie à Rome, parce que tu es né à Rome. Et puis après, tu es parti au Danemark et tu as fait le International School of Theatre Anthropology. Qu'est-ce que ça a apporté à ta pratique? C'est quoi ce parcours-là, cette école d'anthropologie du théâtre et comment tu en as entendu parler déjà? Parce que moi, je connaissais même pas quand tu m'en as parlé, j'étais là: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» Alors en fait, elle se nomme comme une école internationale d'anthropologie, mais je dirais que de manière plus précise, c'est un réseau. C'est un réseau qui a été créé par Eugenio Barba. Eugenio Barba, aujourd'hui, il a plus de 80 ans. Donc, c'est un metteur en scène, pédagogue, homme du théâtre, originaire d'Italie, des Pouilles.
qui est parti au Danemark, d'abord en Norvège, en Danemark. C'était un élève de Grotowski, donc un autre homme des théâtres, qui a eu beaucoup d'importance en Italie, en tout cas pendant les années 70, parce que tous ces gens-là ont interrogé la technique des lecteurs et ils ont proposé un travail qui était davantage ancré dans les corps des lecteurs. Donc, moi, j'avais étudié tout cela à l'université, ça m'avait fascinée. Et j'avais aussi étudié, j'avais fait quelques examens en parallèle d'anthropologie. Et voilà, c'était vraiment la dernière année, donc j'avais vraiment flashé et je m'étais dit que je voulais absolument trouver une école de théâtre, en tout cas une master, une formation qui me permettait de continuer mes études pratiques théâtrales, mais aussi de m'ouvrir à ces champs de l'anthropologie en général. Au début, je pensais vraiment à l'anthropologie, hein, donc vraiment les cultures, l'étude des cultures, de comment les êtres humains vivent dans leur territoire, etc., etc., etc. Mais en fait, quand je suis arrivée au Danemark, donc j'avais pour poursuivre cette formation, alors j'ai compris que là, c'était plutôt de l'anthropologie du théâtre. C'est-à-dire, c'était vraiment un domaine spécialisé qui a été inventé, développé en tout cas par Eugenio Barba. Et l'idée, c'était pas d'étudier en général les cultures elles-mêmes, mais comment dire, un peu les principes du comportement humain dans la performance scénique. Donc, on étudiait l'utilisation des corps des acteurs au travers de différentes traditions, comme le théâtre asiatique, occidental, les différents rituels, les danses. Alors, au début, j'étais complètement enchantée, fascinée, parce que j'avais terminé mes études à Rome sur les Mahabharata de Peter Brook. Donc, Peter Brook, metteur en scène, qui est décédé il y a peu, anglais, qui a été très, très, très connu en France, parce qu'il a été aussi, entre autres, les directeurs du Bouffe du Nord. Voilà, il avait mis en œuvre ce spectacle qui s'appelle Les Mahabharata. Je pense qu'il a été présenté dans les années 80 à Avignon. Et j'ai été complètement fascinée parce que c'était un mélange c'était l'histoire déjà du Mahabharata, c'est un peu comme la Bible, désolé la référence, mais c'est un peu ça que je vois, un peu la Bible pour la culture hindouiste, indienne, mais voilà, c'est vraiment un livre passionnant. Et j'avais vu ça en scène avec des acteurs qui venaient de partout dans le monde, avec une présence scénique qui m'avait vraiment frappée. Donc, je ne l'avais pas vu au théâtre, je l'avais vu à l'université dans une vidéo. Donc, tout ça m'a donné envie de partir. Et quand j'arrive, comme je disais, j'étudie d'abord les techniques du théâtre japonais et les kathakali indiens. Et puis, je me rends compte assez vite que je tourne en rond. Donc, en fait ce n'est pas trop toutes ces techniques-là qui m'intéressent, mais moi, je voulais mener des enquêtes, je voulais écrire des pièces qui s'appuyaient sur des principes d'enquête ethnographique. Et donc, après 2 ans, je n'ai pas vraiment terminé tout mon cursus. Je suis partie en Afrique à faire une tournée, un voyage. Et voilà, ma vie après a changé. Je suis arrivée en France. Et voilà, donc ça a été un passage de 2 ans, 2 ans et demi, qui m'a permis vraiment aussi de saisir un peu la différence entre l'anthropologie culturelle, l'anthropologie de théâtre. Et il m'a permis de comprendre ce que j'avais vraiment envie de faire, en tout cas que je m'étais un tout petit peu trompée de chemin. Et en même temps, ça m'a tellement enrichie parce que ça m'a déplacée dans mon travail de jeu d'actrice et de metteuse en scène, puisque moi j'ai travaillé les deux à cette époque-là. Et ça m'a vraiment intéressée autour de la question du corps, des codes, de la symbolique et du rituel. Voilà, et je pense que c'est là que ça a entré aussi toute l'attention que j'ai encore aujourd'hui à la question du corps, dans les théâtres culinaires et de la question culinaire, et la question du rituel. Ouais, justement, on va en reparler. Tu te définis comme une artiste culinaire,
Ça veut dire quoi pour toi, artiste culinaire? Parce que c'est vrai que moi là, il y a des gens qui demandaient artiste ethno-culinaire, parce que c'est comme ça que je t'ai appelé dans la petite description. Qu'est-ce que ça veut dire artiste culinaire? Parce que c'est vrai qu'on se dit: «Mais attends, de quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle se barbouille de chocolat, en performance?» On a des images un peu caricaturales quand on pense à des performances, qui allient nourriture aussi et théâtre ou nourriture et art. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Alors, à nouveau, moi, je viens du théâtre. Donc, à la base, moi, je suis metteuse en scène. C'est ça que j'ai étudié. Donc, c'est depuis cet endroit-là que, à fur et à mesure de mon parcours, de mes expériences, de tous mes projets, j'ai décidé de me définir aussi artiste culinaire. Et pour moi, les choix a été fait aussi pour donner de la valeur à les gestes justement performatifs dans la cuisine sur scène. Et donc pour moi, aujourd'hui, ça consiste tout simplement à envisager la cuisine, la nourriture, aussi comme un langage artistique à part entière, comme par exemple la danse, la vidéo, etc. Pour moi, la nourriture est un vrai outil des créations et des narrations. Voilà, donc c'est vraiment un matériau que j'utilise au même titre que le corps, la danse, donc la vidéo, l'écriture. Je l'utilise pour inviter les publics à rentrer dans une histoire et dans une narration culinaire. Donc, et en plus, la question de la cuisine, elle est là pas simplement dans l'histoire et dans sa construction, mais elle est intégrée aussi à les projets scéniques. Donc, dans tous mes projets performatifs, il y a cette question de la table, elle est vraiment très, très, très importante. Et la question du repas aussi, dans lesquels j'invite les publics pas simplement à vivre un spectacle, mais aussi à ingérer son repas, à en faire corps avec. Alors justement, il y a TED 9400 TT qui dit: «Et ça se concrétise comment?» Eh bien justement, c'était ma prochaine question. On va quand même parler, avant que je te pose des questions sur la manière dont tu travailles, concrètement, je voudrais te poser, la question sur ton projet, est-ce que tu veux parler d'abord de, Cucine ou de A Tavola? Peut-être de A Tavola? Oui, les 2 me vont. Allez, on parle de A Tavola en premier. Alors, ton projet en cours s'appelle A Tavola. De quoi est-ce qu'il s'agit? Alors, à Tavola, là, déjà, peut-être préciser juste que j'ai fait des spectacles qui sont plutôt j'ai fait des spectacles, voilà, c'est-à-dire des récits dans lesquels j'invite le public à vivre une expérience pendant 1, 2, 3 heures avec un temps de banquet. Donc, j'ai créé ce type de projet-là, mais euh, la majorité du temps, en fait, je mène des projets des recherches-création, c'est-à-dire des projets sous le temps long qui mélange l'art à la science et à la question alimentaire. À Tavola, ça fait partie de ces types de projets des recherches-création. Donc, c'est un projet que je mène qui va durer 2 ans. Donc, ça fait 1 an et demi qu'on le mène. Donc, je ne suis pas toute seule dans ce projet. Je le mène avec des agriculteurs, des agricultrices, des scientifiques, de professionnels de la cuisine, d'autres artistes, mais aussi des acteurs du territoire entre les Alpilles et les Luberons, donc des PNR, des parcs régionaux des Alpilles, et aussi la scène nationale de la Garance et les citrons jaunes à Port-Saint-Louis-du-Rhône. C'est un CNAREP, un Centre national des arts de la rue et l'espace public. Donc, on est nombreux et tous ensemble, on est parti d'une question très simple, mais qui est quand même essentielle et quand même très complexe. Ce que mangerons-nous demain dans le contexte d'aujourd'hui, des bouleversements climatiques, des transformations agricoles, etc. Donc, ce projet, c'est un projet des recherches-création qui mène toutes les équipes dont je vous ai parlé à s'interroger ensemble autour de cette question. Il se forme, il s'est créé à travers de moments d'enquête sous les territoires. Donc, c'est des enquêtes inductives dans lesquelles on n'essaye pas d'avoir toutes nos questions précises, prêtes, écrites, mais on part dans des trames, on essaye de comprendre ce qu'on est en train de chercher ensemble avec les agriculteurs et agricultrices, et on essaye surtout d'être à l'écoute de pratiques des agriculteurs et agricultrices, de leurs questionnements, et aussi de tout ce qui met en œuvre pour tisser des alliances avec la question de la biodiversité. Et donc, très concrètement, c'est un temps de recherche,
dans lesquels chaque spécialiste arrive avec sa spécialité, mais l'idée, c'est que les compétences de chacune puissent se mélanger, puissent se partager dans des temps d'échange. Il y a des temps dans lesquels on se balade dans les fermes, on enregistre les agriculteurs, agricultrices, on leur pose des questions. Moi, je leur fais goûter des boissons topiques, c'est-à-dire des boissons qui racontent les territoires, qui racontent des questions que ce territoire en soi me révèle. Et ensemble, par la gestion, on essaye de trouver aussi des recettes, on essaye d'écrire ensemble des recettes, des expériences après culinaires immersives qui puissent permettre à la fin de ce projet au public qui viendra découvrir les banquets finaux. En fait, ces recettes, elles deviennent notre âme narrative pour saisir les enjeux et pour en recevoir les récits qu'on a collectés. Et l'idée, c'est vraiment, en fait, j'ai eu très envie de partager, de travailler à ces projets parce que j'avais déjà travaillé sous ces territoires pendant 2 ans avec un autre projet que tu citais tout à l'heure qui s'appelle Cucine. Et en fait, j'avais envie vraiment de transformer toute l'inquiétude que j'avais collectée chez les habitants, les mangeurs, les mangeuses, mais aussi chez les agriculteurs sous les territoires, mais même mes propres inquiétudes envers la question climatique. Et j'avais envie de transformer tout ça en imaginaire. Et je m'étais dit qu'encore une fois, l'art, accompagné par des chercheurs, il pouvait être vraiment un espace, grâce à l'alimentation, dans lequel on pouvait essayer de travailler notre marge d'inventivité, c'est-à-dire comment nous, les mangeurs, les mangeuses, on peut reprendre de la place, on peut reprendre de la créativité aussi sur notre système agroalimentaire et imaginer un nouveau système ensemble avec les agriculteurs, agricultrices, les paysans, les paysannes qui sont déjà en train de le mettre en œuvre. Ça a l'air peut-être encore d'un projet, comment dire, un peu complexe. En quelque sorte, il l'est parce que ce sont des projets qui demandent de temps long. Et donc, ça demande aussi, c'est des projets qui demandent qui déplacent même la question de public. Ce n'est pas un rendez-vous dans lequel on vient au théâtre ou dans une salle, on s'assoit et on écoute une histoire qui est déjà façonnée, écrite, mise en scène. Les agriculteurs qui travaillent avec nous, on leur demande, ils décident et ensuite ils nous accompagnent. Ils deviennent eux aussi créateurs de cette aventure. Et les publics à la fin, ce qu'ils voient, c'est aussi une sorte de pointe d'iceberg. C'est vraiment la partie finale d'un processus qui est très profond, qui est long et qui nous demande à chacune un peu aussi de se déplacer parce qu'on ne parle pas tous la même langue entre paysans, paysannes, artistes, scientifiques. Et c'est ça, je pense, la puissance et l'intérêt de ce type de projets. Tu parlais de breuvage topique. Est-ce que tu peux, je trouve ça, il y a un côté, moi, dans ton travail que j'aime beaucoup parce que il y a à la fois, comme tu le disais, une enquête sociologique, des mises en commun des savoirs, des compétences, des savoirs concrets, des choses un peu plus abstraites. Et puis, il y a aussi beaucoup de poésie. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de ces breuvages topiques, ces boissons, justement, où on fait corps avec un territoire ou avec une région? Alors, j'ai travaillé sous ce mot topique. C'est Camille de Toledo, c'est un auteur juriste qui m'a inspiré ces mots. Euh, En fait, je voulais créer des recettes et tout particulièrement de boissons, donc de breuvages, pas utopiques, mais topiques, c'est-à-dire de topos situés. Je voulais partir à des plantes, de fleurs, des fruits, des légumes qui sont en présence. Et à partir de là, à partir de leur présence, je voulais comprendre les interdépendances. Je voulais comprendre aussi ce qui pousse dans un territoire nous relève aussi ses spécificités et sa complexité. Donc, tout est né comme ça dans un autre projet que je porte aussi qui s'appelle Ce que nous dit l'eau, rituel d'attachement.
Ce projet, je l'ai imaginé comme un projet qui puisse inviter les spectateurs, spectatrices à s'attacher, à s'intéresser à une rivière, à un cours d'eau, par l'effet de l'ingérer, d'en faire corps avec. Parce que l'eau, déjà, elle est dans tout ce qu'on mange. Et nos corps, ce sont même des empilements de paysages. Et donc, j'avais envie de donner, de faire vivre de manière très expérientielle cette sensation de dire que chaque fois qu'on boit, on ingère des paysages avec tout ce que de bon et aussi de, pas forcément de mauvais, mais aussi de dangereux. Et tout ce qu'en fait, dans ce breuvage, on a les plantes, mais on a aussi tout ce que nous, les humains, on a mis dans l'eau. Et donc, c'était une sorte de jeu de miroir qui commence souvent par un nom un peu carte postale, comme boire un coucher de soleil sous la Loire, sous la Durance, sous les Chérans. Donc, tout le monde, normalement, est assez enchanté d'imaginer pouvoir boire un coucher de soleil en lien à une rivière. Et à fur et à mesure qu'on boit, normalement, je suis accompagnée par des ethnobotanistes aussi pour la création de cette boisson. On tire un fil, celle de tous les composants qui sont là-dedans, en essayant de faire comprendre aussi que toutes nos actions ont une influence cruciale aussi sous les cours d'eau et sous la nature. Et aujourd'hui, je sais que la question de la santé, elle est une porte d'entrée très importante pour sensibiliser, pour réveiller justement les personnes autour de la question de l'alimentation. Et je m'étais dit, prendre conscience qu'en fait, tout ce qu'on ingère aussi vient d'un autre corps, que c'est celui de la terre, que c'est celui des rivières, et que ce corps, on les ingère constamment au travers de la nourriture. Je m'étais dit que ça pouvait être, en tout cas, une porte d'entrée intéressante. J'espère pas moraliste, mais ça pouvait être vraiment un temps poétique qui pouvait permettre d'ouvrir les échanges, les perceptions aussi. Le breuvage, boire un coucher de soleil? Alors, c'est un canevas à chaque fois, c'est-à-dire, j'essaie que je cherche, quand il est possible, j'essaye de travailler avec l'eau de la rivière ou du cours d'eau dans lequel je suis en train de travailler. Il y a 2 fois où c'est réalisable, c'est-à-dire, on peut la filtrer et c'est possible de la boire. Il y a d'autres fois où c'est vraiment pas du tout recommandé, travailler avec l'eau de certaines rivières ou des cours d'eau. Voilà, donc ce canevas, c'est une partition dans laquelle que j'adapte à chaque fois sous chaque territoire. Il y a la question de l'eau, des plantes d'eau en présence. Donc, je me balade souvent avec Clarisse Leba, c'est une ethnobotaniste avec qui je travaille depuis plus de 3 ans maintenant, qu'elle est basée à Marseille. Mais parfois, je cherche aussi de complices dans les lieux qui sont en train d'accueillir les projets là. Il y a la semaine passée, j'étais donc dans les parcs régionaux des Bauges, le long du Chéron. J'ai travaillé avec un ethnobotaniste qui est installé à Gruffy, qui s'appelle Lionel Scaturro. Donc, on a passé des heures à se balader le long du Chéron, à des endroits précis. Il m'a essayé vraiment de faire comprendre l'importance de la ripisylve, donc de tous les arbres, de tous les végétaux qui sont au bord des rivières. Voilà, et on a essayé dans cette boisson donc de choisir des plantes qui pouvaient nous faire comprendre l'importance de la ripisylve et aussi pouvaient à nouveau prendre. J'entends mon écho. Je suis désolée de perturber, c'est normal. J'entends pas l'écho, mais ça coupe un peu. Ah, pardon. Est-ce que je peux faire quelque chose de mon côté? Non, je vais continuer. Et donc voilà, pour revenir à la recette. Donc la question c'est, la recette elle est située, donc elle change à chaque fois. C'est plutôt un protocole qui nous permet de saisir la problématique locale. Le Chéran, c'est un des 30 rivières sauvages de France. Mais elle a une des nappes phréatiques du Chéran, elle est aussi très polluée par les PFAS à Rumilly, Tefal, etc. Je pense que beaucoup de monde a entendu cette histoire. Donc, cette boisson,
qui à nouveau a un nom très poétique. C'était une porte d'entrée pour parler des questions extrêmement complexes, problématiques, qu'elles font quand même, que pour moi, elles étaient fondamentales de mettre dans un des gestes les plus simples qu'on a, c'est-à-dire boire. Tous les jours, on boit et tous les jours, qu'on soit conscient ou pas, on ingère tout ce qui est dans l'eau. Et voilà, donc à nouveau, il n'y a pas une recette précise, c'est un processus. Et dans cela, je me fais accompagner par des spécialistes qui m'aident à saisir les enjeux. Et après, mon travail, c'est de le mettre en recette et en récit théâtral. Oui, parce que je ne l'ai pas dit, mais ton projet, à Tavola, qui veut dire donc à table, c'est, partie du programme national Érable, qui est une stratégie nationale pour la biodiversité 2030. Donc voilà, j'ai oublié de le dire, mais ça s'inscrit aussi dans ces projets nationaux-là, justement d'information, de sensibilisation à des enjeux de territoire. Toi, tu travailles vraiment, sur le territoire et tu interroges et tu travailles aussi beaucoup cette notion de territoire. Oui, alors, cette notion de territoire, je sais que c'est une notion que moi-même, j'ai beaucoup critiquée parce qu'elle est devenue un peu un mot d'ordre institutionnel qui est très utilisé. Mais en fait, ce qui m'intéresse là-dedans, d'un projet territoire, c'est que déjà, ça m'a permis de sortir un tout petit peu dans une logique théâtrale qu'elle était purement événementielle, quoi. C'est-à-dire, on fait un spectacle, on arrive sur un territoire, on fait un spectacle et puis on répare. Pour moi, c'était important de s'inscrire sous le temps long euh, et, euh, et de valoriser et donner vraiment de l'importance à des formes artistiques à nouveau situées. Donc, et qui s'écrivent aussi à partir de ce que les territoires, ce que ces lieux révèlent. Et à nouveau, ce sont des résidences longues avec des enquêtes. Et, je trouve que là où c'est très intéressant, c'est qu'il permet aussi d'inviter les spectateurs à vivre une expérience qui est plus longue. C'est-à-dire, il y a toujours une partie des spectateurs, normalement pour nous, c'est toujours entre 14, 15, 16 personnes qui peuvent nous suivre pendant l'enquête, qui peuvent faire partir de tous les ateliers culinaires qu'on met en œuvre aussi pour créer les banquets finales. Et ce sont aussi des projets qu'on porte, nous, compagnie, mais que les lieux aussi, les théâtres portent, autour desquels toute une programmation de films, de conférences est mise en œuvre. C'est d'ailleurs dans les cadres d'un des projets territoires que j'ai eu la possibilité, la chance aussi de t'inviter, toi, Nora, comme par exemple Pauline Scherer, qui est sociologue et travaille autour de la démocratie alimentaire. En Toi fait, moi, aussi je dans trouve Bouffe de là aussi. absolument. En fait, là où je trouve extraordinaire, c'est que moi, en tant qu'artiste, bien évidemment, j'ai déjà la place d'aller dans mes spectacles pour pouvoir raconter, en tout cas mettre l'attention sur des sujets que je trouve importants, dont j'ai envie d'être en échange et en conversation avec les publics. Mais les temps de projet de territoire, c'est vraiment un temps privilégié dans lesquels des thématiques politiques, sociales, écologiques s'inscrivent dans un lieu précis. Et ce sont aussi les spécialistes du lieu, aussi les habitants qui nous révèlent aussi leurs pratiques et leurs questionnements. Et tout cela, après, ça se retrouve dans la restitution finale avec leur implication. C'est ça qui m'intéresse et c'est pour cela que j'ai eu très envie de m'investir. Moi, quand je suis arrivée en France, ça fait 20 ans, pendant 12-13 ans, j'ai voulu faire que des projets territoires qui finissent toujours avec des formes spectaculaires. Mais voilà, j'étais vraiment sortie de la logique spectacle. Et je viens d'y retourner maintenant avec ma nouvelle création, La pasta asciutta antifascista des Casa Cervi, parce que celui-là, j'avais très envie qu'il tourne. C'est-à-dire, c'était une histoire que j'avais envie de la raconter à beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et les projets territoires, vu qu'ils sont longs et qui demandent beaucoup de temps, ben, on peut le faire à 1, 2 par an. Voilà.
On va en reparler justement, tu nous raconteras, la pasta antifascista, la pasta asciutta antifascista. Je voudrais que tu disais qu'on s'est rencontrés donc à Marseille, tu m'avais invitée justement pour faire partie de tes complices sur ce projet que tu menais. Est-ce que tu peux raconter justement qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu faisais à Marseille, OSEF? Donc à Marseille, là, je suis artiste associée et il y a bientôt 3 ans, donc j'ai été invitée, par la directrice Francesca Poloniato à inventer un projet à écrire, un projet, donc artistique et culinaire des territoires, pour, un des lieux de la scène nationale. La scène nationale a un théâtre et aussi une maison avec une grande cuisine qui peut accueillir du public, un jardin et des jardins partagés. Et cette maison, elle est installée au cœur du quartier des Plains d'Ao à Marseille, les quartiers nord. Donc la demande a été, dans la continuation de ma démarche, d'écrire vraiment un projet qui puisse s'inscrire dans tout ce que je viens de présenter, qui est donc la gare franche. Et moi, ça faisait quelques années que j'avais envie de passer dans une phase des recherches plus politiques autour de l'alimentation. Et je venais tout juste de démarrer un projet justement de collectage des récits et des recettes autour de la lutte par la nourriture, au travers de l'alimentation. Et quand j'ai partagé donc cette thématique, ces angles d'entrée, ben, j'ai compris que les lieux dans lesquels j'allais mettre en œuvre ce projet allaient peut-être sensibles à cette thématique-là, parce que une des personnes avec qui je travaille beaucoup dans les projets territoires à Marseille, c'est Zara. Donc c'est la cuisinière et c'est la maîtresse de maison de cette maison jardin du ZEF. Ben, cette femme, Zara, elle est native du quartier du Plain d'Ao. Et elle m'avait beaucoup touchée parce qu'elle m'avait dit qu'elle avait commencé dans sa vie à cuisiner par les gens, par les personnes, au moment où elle avait décidé de se battre pour la crise du logement qui avait touché justement les quartiers des Plains d'Ao. Et donc, j'ai senti qu'en fait, mon intuition, en tout cas mon désir de vouloir travailler autour de la lutte au travers de l'alimentation, c'est aussi un sujet qui pouvait tisser des liens avec des problématiques du territoire qui n'étaient pas forcément liées qu'à la question de l'alimentation, mais aussi à des questions liées justement au logement, à des questions aussi d'accès à la maison, mais à l'alimentation, etc. Donc, c'est un peu comme ça qui est né. Et à fur et à mesure, je l'ai construit. Et j'ai décidé, en fait, j'avais très envie que cet espace, un lieu ce soit un laboratoire pour moi, pour mes équipes artistiques, mais aussi pour les habitants, habitantes qui souhaitaient rejoindre le projet. Donc, depuis, on a constitué un groupe entre 15 25 personnes. Ce sont des habitants, habitantes du quartier de Plain d'Ao, Saint-Antoine, Saint-Adré, aux alentours. Et j'y vais une semaine tous les 2-3 mois. Et j'ai cuisine avec toutes les personnes qui veulent rejoindre donc, ce temps d'atelier. Je pars de l'acte de fabriquer des pâtes fraîches, ensemble. Et ces gestes-là, simples, j'essaye de le rendre un geste qui peut nous permettre de faire création collective. Tout en transmettant des recettes et un savoir-faire, j'ai transmis des recettes de lutte par l'assiette que j'ai collectées entre l'Italie et la France. Et j'interroge aussi les présents, les habitants, habitantes, à partager leurs propres expériences, leurs propres points de vue par rapport à cette question, que peut la lutte, l'engagement par l'assiette. Et en plus, moi, j'avais rêvé vraiment que ce soit un espace dans lequel je pouvais inviter toutes les personnes qui m'avaient énormément nourrie et qui continuent à enrichir ma démarche au travers des livres. Donc, il y a toi, il y a Pauline Scherer, Flaminia Padder aussi, qui est la géographe, qui a écrit un livre très intéressant autour de la question des jardins partagés comme espace de révolte et de résistance. Donc, je l'ai rêvé comme un moment dans lequel je pouvais aussi inviter tous ces spécialistes et qui est dans un échange convivial, toujours autour de la cuisine, toujours autour du repas, de l'ingestion
d'idées et de mets, on pouvait réfléchir ensemble à que ce qu'aujourd'hui, ça veut dire dans les quartiers de Plandao, Marseille, travailler autour de la lutte par l'assiette. Et toi, en plus, tu as une histoire particulière avec, le fait de fabriquer des pâtes. C'est l'histoire des sfoline et est-ce que tu peux nous parler? Je crois que tu as une aïeule qui était, elle-même sfoline. Oui. En fait, sfollina, tout simplement, donc c'est un terme italien qui désigne la personne, souvent la femme, qui réalise, des pâtes fraîches. Aujourd'hui, c'est un métier qui pratique, des hommes et des femmes et les termes restent toujours au féminin, un peu comme sage-femme homme, et ben c'est pareil, sfollina homme. Donc sfollina vient du verbe sfogliare qui signifie étaler la pâte feuille fine. Moi, je trouve qu'on étire aussi fine que presque comme les pages d'un livre. Donc c'est une technique, ancestrale. Les savoir-faire de pâtes fraîches en Italie, on le retrouve, depuis le Moyen Âge, mais même avant. Et chaque région d'Italie a sa propre recette des pâtes, ses propres techniques, ses propres outils. Moi, j'avais une arrière maternelle qui était Paulina et qui venait de l'Emilia, de la région de Bologne, la région aussi de l'histoire de la pasta tutta antifascista. Donc moi, quand je suis tombée sur cette histoire dont bientôt parler, j'ai décidé de sfoglina, c'est-à-dire d'apprendre à réaliser des pâtes fraîches tout à la main avec les grands rouleaux qui fait 100-105 cm avec la planche en bois. Et j'ai voulu vraiment m'immerger dans ces gestes, d'essayer de retrouver de trouver cette connaissance aussi dès la main, cette intelligence du corps qui arrive à fabriquer une pâte extrêmement fine sans l'aide d'aucun machine, à part l'aide voilà, de ce rouleau en bois, la planche, la farine et les ingrédients. Donc j'ai voulu passer par ça et en travaillant autour de cette figure et de cette technique, de cette pratique artisanale, j'ai compris à fur et à mesure de mes enquêtes que pendant le fascisme, pendant la résistance, il y avait eu beaucoup de sfolline, donc des faiseuses de pâtes qui s'étaient engagées, qui avaient décidé de fabriquer à manger pour les résistants, les résistantes qui étaient à haut dans les montagnes. Et je suis tombée aussi en particulier sur une photo qu'on retrouve dans le spectacle, qui est assez emblématique, où on voit une sfollina, une faiseuse de pâtes, qui tient donc son rouleau avec toute sa pâte bien étalée. Et elle est escortée par deux partigianes, par deux partisanes, donc les femmes de la résistance. Et pendant mon enquête, quand j'ai trouvé cette photo, il y a eu quelque chose qui vraiment s'est aligné. Et j'ai décidé donc de vouloir raconter l'histoire de la pasta asciutta antifascista, mais aussi par cette prisme des sfolline, parce que l'histoire de la pasta asciutta antifascista, telle qu'elle m'avait été donnée quand j'étais très très jeune, c'est une histoire extraordinaire, c'est une histoire aussi devenue mythique, mais elle est tout autour, elle, comment dire, elle est racontée tout autour de hommes de la famille Cervi. Et pour moi, c'était important aussi d'élargir et démontrer que c'était une histoire, une partition collective qui était faite aussi des femmes, des sœurs, des petits-enfants et de toutes les personnes qui avaient rejoint la communauté de cette maison Cervi. Donc voilà pourquoi la Sfolina est devenue aussi un personnage très important dans la pièce. Et chaque fois qu'on joue ces spectacles, moi et Mariana Melis, qui est la cuisinière qui m'accompagne dans la tournée, on forme des sfolline sur place. Euh, voilà, l'idée, c'était aussi de rester à nouveau quelques jours en plus. Je n'arrive pas simplement à arriver dans un endroit et jouer et repartir. J'avais besoin de tisser des liens aussi avec des spectateurs, spectatrices. Donc, quelques jours avant, on arrive et on fabrique presque la totalité des pâtes à la main avec les habitants habitantes qui décident de venir se former à l'art de la sfollina. Pourquoi c'est un on va parler de la pasta antifascista évidemment, attendez, je vais pas y venir tout de suite, un petit peu de suspense quand même. Tu disais moi je suis donc, j'ai été à Marseille avec toi, 2 fois, j'ai fait la cuisine aussi avec les habitantes et habitants, du Plan d'Ao.
déjà, j'ai trouvé ça extrêmement joyeux, extrêmement, émouvant aussi, et puis c'est de la transmission, déjà entre les générations, entre, des personnes qui viennent pas forcément des mêmes milieux, qui ont pas la même histoire de vie. Il y a des recettes aussi qui diffèrent aussi. Il y en a: «Ah mais toi tu mets ça là-dedans, moi je mets pas du tout ça là-dedans, mais enfin qu'est-ce que tu racontes?» Donc c'est assez rigolo. Toi, qu'est-ce que le fait de cuisiner avec ces femmes, parce qu'on va le dire, hein, clairement, c'est principalement des femmes, qu'est-ce que ça débloque, on va dire, le fait de cuisiner en discutant ou de discuter en cuisinant? Qu'est-ce que toi, tu as pu constater, vivre, à travers justement ces expériences dont tu parlais et qui répondent, j'espère, à ta question, TT 9400 sur, l'action politique, la réflexion, voilà. Qu'est-ce que ça permet politiquement, intellectuellement, de cuisiner ensemble, de parler de ces enjeux que tu évoquais juste avant? Mmh, En fait, ce qui m'intéresse, c'était un choix, hein, de travailler autour de l'alimentation. Un choix que j'ai fait il y a plus de 10 ans maintenant. Un choix conscient parce que j'ai cherché justement une porte d'entrée, une question qui pouvait me permettre de travailler avec, tout type de public, avec différents territoires et dans lesquels chacun, chacune puisse se sentir autorisé aussi à partager sa propre expérience. Et j'ai trouvé que la question de la cuisine a été une porte d'entrée formidable parce que c'est une porte d'entrée, je trouve, simple en apparence. C'est-à-dire, tu le disais, c'est très agréable d'être tous ensemble. Pour ceux qui l'aiment, de mettre la main à la pâte, de fabriquer quelque chose. Pour ceux qui n'aiment pas, juste d'être à côté, de regarder, manger, déguster, écouter, donner un coup de main. En fait, on peut déjà chacun, chacune trouver sa place. Ça permet de mettre en mouvement notre corps. Pour moi, c'est très important. Ce n'est pas qu'un échange intellectuel, c'est un échange aussi, c'est un langage physique, on est stimulé aussi, on stimule nos sens différemment. Il y a des odeurs, on goûte. Voilà, on est dans quelque chose qui, pour moi, il y a plus ancré, qui est plus, voilà, qui est plus riche d'être assis à table et simplement d'échanger. Et en plus, ce qui m'intéresse, c'est ce que je trouve que cette porte d'entrée à l'apparence très simple de la cuisine, elle permet en réalité de rentrer dans des sujets qui sont extrêmement complexes, qui sont des questions politiques, sociales, écologiques. Et là, c'est toute la partie qui m'intéresse. Et c'est vrai que créer un cadre dans lequel on est tous ensemble en train de fabriquer quelque chose, dans lequel certaines personnes sont aussi très valorisées, ça permet à fur et à mesure de rentrer dans des sujets beaucoup plus difficiles, clivants parfois. Et je trouve que donc c'est une porte d'entrée formidable pour questionner aussi la partie politique. Pourquoi, pour moi, aujourd'hui, effectivement, dans la manufacture, hein, on se pose plein de questions, mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse le plus, c'est bien évidemment pourquoi on mange, de la manière dont on mange. Ça, c'est une question aussi que tu as apportée, qu'elle est devenue fondamentale dans la manufactura, mais aussi pourquoi on mange ensemble et quel monde, quel repas on a envie de rendre possible. En fait, au travers les repas, au travers la tablée, quel monde on crée ensemble. Et, et aujourd'hui, pour moi, c'est un sujet politique et c'est un sujet très important à questionner les uns aux autres. Tu dirais qu'il y a une forme de sensibilisation et de discussion qui est plus populaire dans le bon sens du terme populaire, pas dans le sens, qui pourrait être péjoratif, dans le sens d'avoir un échange qui est pas descendant. Tu le disais, c'est pas toi qui arrive et qui fait un grand discours ou bien moi quand tu m'as invité qui fait un grand discours et bonjour, au revoir. Il y a des échanges, on apporte des choses. Est-ce que tu dirais qu'il y a justement une volonté quand tu parles de cette volonté politique, justement d'amener des réflexions, mais aussi de se nourrir des réflexions d'autrui. En plus, je dis se nourrir, tu vois? On parle de bouffe encore, justement quand on dit ça. Mais voilà, est-ce que toi, il y a une démarche depuis le début dans ton travail, pardon, sur ces performances culinaires, ces laboratoires et cetera? Est-ce qu'il y avait une question, forcément de le rendre, à la fois accessible
sans être, dogmatique ou descendante, quoi? Est-ce que c'était quelque chose, de central dans ton travail, de travailler avec les gens, et pas de travailler devant les gens, on va dire? Absolument. Oui, oui, c'est très juste ce que tu dis. C'est-à-dire, pour moi, j'avais la sensation d'ailleurs, c'est pour ça que j'étais un peu sortie, de la forme spectacle et théâtre plus conventionnel il y a une quinzaine d'années. C'est que j'ai trouvé que dans l'art vivant, dans le théâtre, on avait beaucoup de travail à faire pour, inclure tout le monde, pour ouvrir réellement les portes, pour faire que les sujets traités puissent intéresser, tout le monde. Et pour moi, la question de la rencontre, de comment on crée les conditions de la rencontre dans lesquelles on se sent légitime, dans lesquelles on se sent bien accueilli, dans lesquelles on se sent nourri, pas simplement intellectuellement, mais aussi dans la manière dont on est accueilli, dans la place qu'on me donne, dans la prise des paroles, et aussi dans ce que je peux en gérer. Pour moi, c'était que des questions fondamentales. Et voilà, quand je suis arrivée en France, que j'ai fait tout un cursus de travail autour de la question de concepteur d'art en espace public. Pour moi, c'était vraiment des questions très importantes autour desquelles j'ai travaillé pendant 18 mois, 2 ans. Et ensuite, j'ai commencé à mettre en place tous ces protocoles relationnels culinaires. Et c'est pour cela. Et au début, en fait, pour moi, par exemple, quand j'ai commencé les premières expérimentations, moi, j'ai demandé aux gens de m'amener leur recette de cœur et de me raconter toute l'histoire qui était derrière. Et déjà ça permettait en fait de créer des récits situés avec les habitants, habitantes qui le souhaitaient, qui étaient traversés par plein de questions politiques, mais aussi des migrations, des transmissions culturelles. C'était passionnant et on avait tout simplement commencé par un plat. Et souvent, les gens, je me disais, oh, bah, mais c'est juste un plat que j'aime faire, je ne saurais pas quoi dire. Et finalement, on se rendait compte que ces gestes quotidiens et universel qu'on partage avec tout le monde, ben, c'est un geste qui est tellement puissant et tellement symbolique et qui révèle énormément de choses de notre manière d'être au monde, de le questionner, etc., etc. Il y a Sam Obi-Wan qui dit: «C'est bien le problème», quand on parlait du fait que c'est quand même principalement des femmes, hein, qui en tout cas moi dans ce projet où j'étais ta complice à Marseille, il dit: «Le jour où ce sera les hommes, alors on pourra affirmer le changement de paradigme». Vera Nikolsky l'exprime très bien à travers la question du matérialisme: «Il ne faut pas que les femmes ne fassent que rentrer en résistance, même si c'est le premier pas, il nous faut changer ces paradigmes ensemble et oui, c'est politique». Bah oui, mais c'est intéressant parce que tu parlais du fait que les femmes aussi, les Sfoline en Italie étaient dans une résistance. Il y a un documentaire dont on a parlé toutes les deux que j'avais vu, je crois sur Arte, sur les Mondine, donc ces femmes qui cueillent qui moissonnent le riz, qui moissonnaient le riz en Italie. Et il y a eu d'ailleurs un film il n'y a pas longtemps, je crois, sur ce sujet, hyper intéressant. Donc la révolte des Mondine aussi. Donc on voit aussi que les femmes nourricières sont les premières en fait à se révolter, à résister aussi en se disant bah nous on est les travailleuses précaires, les personnes qui nourrissons tout le monde. Je rappelle aussi un chiffre, hein, 80, il y a des pays et des régions dans le monde où la nourriture dépend à 80% des femmes. Ce sont les femmes qui fournissent 80% de l'alimentation. Donc les femmes sont nourricières dans le monde entier. Et pourtant, ce ne sont pas elles à qui on demande leur avis, hein, voilà, les décisions politiques. Je pose la question que ah oui, il y a RG ZR7 qui dit: «Bonjour Nora, bonjour son invité, bonjour tout le monde, l'amouristan qui nous rejoint. Bonjour aussi aux gens qui nous rejoignent. Je suis avec Floriane Facchini, qui est metteuse en scène, qui est autrice, qui est artiste culinaire». La question de Label LN66 qui dit: «Est-ce que l'accent est mis sur l'alimentation bio dans tes projets?» Euh, quand on a la possibilité de le faire, c'est-à-dire quand on tisse des liens avec des producteurs locaux qui sont en bio, on le fait à chaque fois parce que pour moi, c'est très important pour que en fait, ces personnes puissent expliquer très concrètement de quelle manière ils travaillent et toute l'attention aussi qu'il y a autour de la question du sol. Après, parfois, il y a des agriculteurs, des paysans, paysannes qui ont une même attention à la question du sol, à la question des intrants,
mais qu'ils n'ont pas réussi à mettre en place les labels de bio. Et donc, parfois, on travaille avec des personnes qui font un travail remarquable, extraordinaire, et on a la certitude que leur travail qui est vraiment juste à valoriser, et donc on le fait. Donc, ce n'est pas exclusivement le bio qu'on cherche. Et d'ailleurs, j'ai appris un tout petit peu à me déplacer parce que c'est hyper important, je pense, dans les projets, surtout d'enquête que j'ai mène, de travailler aussi avec des paysans, paysannes, des agriculteurs plutôt, qui sont en conventionnel. Parce que je pense qu'on y arrive, par exemple, dans le projet à Tavola, on ne les a pas beaucoup, mais on les a quelques-uns, quelques-unes. Et c'est vraiment fondamental parce qu'il faut que les dialogues, l'échange des pratiques puissent vraiment continuer à exister, qu'ils soient les centres de la recherche aussi artistico-culinaire. Les choix de travailler en bio, c'est parfois je le fais aussi parce que je trouve que vu que dans les projets, dans les banquets que j'ai fait, surtout dans les projets territoires, normalement la restitution finale, elle est presque toujours gratuite ou demande un petit apport qui peut être autour de 5, maximum 10 euros pour un repas total. Moi, je trouve que c'est super de pouvoir permettre aussi dans un spectacle, à des spectateurs, spectatrices, de pouvoir goûter à des produits dont malheureusement parfois ne pourraient pas avoir accès de manière directe. Donc pour moi, la manière, c'est aussi de montrer. Parfois, ça peut créer des frustrations aussi, ça je l'entends, parce que parfois, j'ai fait rencontrer des producteurs locaux et puis les habitants me disent, bah oui, mais ça coûte trop cher, je pourrais jamais acheter là-bas, comment faire? Et en fait, la réponse, elle est juste. Et la question, effectivement, c'est de pas, bah, je ne vais pas le voir parce que de toute manière, je ne peux pas, mais qu'est-ce qui se met en œuvre aujourd'hui, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre et pour que tout le monde puisse en avoir accès. Et là, je pense, c'est qu'il y a une réponse, c'est pas la réponse, parce que le problème, il est structurel, on le sait, et c'est pas que nous, les habitants, habitantes, les consommateurs, de trouver des réponses, mais en tout cas, moi, en tant qu'artiste citoyenne, j'ai besoin aussi de donner de la place à plein de mouvements, à plein d'actions qui se met en œuvre aujourd'hui, comme la sécurité sociale de l'alimentation, la caisse sociale de l'alimentation à Montpellier. Voilà, plein de gestes, plein de propositions qui essayent de reprendre la main justement sous notre alimentation. Tu parlais tout à Voilà. l'heure de l'agentivité, de redonner de l'agentivité aux gens et c'est vrai que ça passe par, le fait, tu en parlais aussi, de pas être dans la morale, dans la moralisation, dans donner des leçons aux gens, donc qu'il y ait pas ce savoir, descendant. C'est pas dire aux gens: «Vous mangez mal», enfin, on c'est pas ce genre de démarche-là. Bonjour Cindy Crochefort qui nous rejoint. La fille au chien disait: «Bah oui, les femmes résistent et font et nourrissent pendant que les hommes dirigent et font la guerre» et merci Témorophile qui me rappelle le titre de ce film, que j'ai vu, qui s'appelle Ri amer, riso amaro. Je crois que c'est donc un film italien. Voilà, Riso amaro et voilà et je suis tombée dessus en plus l'autre jour et d'ailleurs, j'ai appris, petite anecdote cinéma, Nayan a une émission cinéma, maintenant, sur, Au Poste, regardez-la et donc anecdote, quand je suis tombée sur ce film, je me suis dit: «Dis donc», alors c'est un vieux film en noir et blanc des années peut-être 60, un truc comme ça, Riso amaro et il y a quand même donc ces femmes qui, sont dans les rizières, en Italie et qui sont quand même, relativement dénudées, il fait chaud et cetera et donc j'ai appris que, ce film, avait quand même, fait parler de lui parce que les femmes étaient, on voyait des jambes nues, donc des femmes en jupe qui relevaient leurs jupes, elles ont chaud, on voyait des corsages, donc il y avait quand même, il y a eu à l'époque et puis c'est quand même un film avec disons-le, moi ce qui m'a heurté, c'est qu'il y a quand même beaucoup de male gaze, hein. Clairement, vous regardez le film, le regard masculin, il est assez flagrant sur le corps de ces femmes, ces travailleuses, mais il est hyper intéressant justement parce qu'il suit une jeune fille qui va travailler, avec les Mondinés et qui d'ailleurs est pas dans la bonne équipe de Mondinés puisqu'il y a, les femmes étrangères et les femmes italiennes, de l'autre côté et donc il y a une forme de compétition, qui est mise en place par le patronat, hein, évidemment, entre, ces 2 camps de femmes, on va dire, qui s'affrontent. Donc vraiment, si ça vous intéresse, L'Amoristan dit 1949. Bah, voilà, bah, c'est même années 50. Riamer, Giuseppe De Santis. Voilà, merci beaucoup, Uriel. Merci à voilà, c'est vraiment travail d'équipe là dans le chat. Merci pour toutes les infos. Mais voilà, si vous tombez dessus, si vous avez l'occasion de le voir, vraiment, je vous le conseille. C'est un film très intéressant sur les mondes dîners. Hem,
je voulais te demander alors attends, bah, on va parler de la pasta asciutta antifascista évidemment, maintenant, comme ça tu en as déjà parlé. Donc le mois dernier, tu as joué dans plusieurs villes et ce mois-ci un spectacle sur lequel tu travailles depuis longtemps, qui s'appelle La pasta asciutta antifascista dei Casacervi. Moi alors déjà c'est grâce à un livre génialissime qui s'appelle La fin des coquillettes de Claire Fégrin, que j'adore. Une femme d'une drôlerie incroyable et on apprend toujours 1000 trucs avec elle. Allez voir ses spectacles, ils sont fabuleux. Elle est à Paris, mais pas que, évidemment, notamment Tête des Trois Bornes. Et c'est grâce à son livre que j'ai appris que le Mussolini avait tenté de faire interdire les pâtes. En tout cas, que les pâtes en Italie, à un moment, c'était quelque chose contre lequel le fascisme se battait. Donc j'avais appris ça, mais c'est toi qui m'as appris l'histoire des pâtes Antifa. Donc je te laisse nous raconter l'histoire des pâtes Antifa si tu le veux bien. Oui. Alors, déjà dire qui était la famille Cervi. Donc, la famille Cervi, elle est à l'origine des premières pâtes antifascistes. On est en 1943, on est en Italie, précisément dans la région de Reggio Emilia, la région d'Emilia-Romagna, à côté de Reggio Emilia, à Campegine, un petit village. Et la famille Cervi, c'est une famille des paysans et partisans antifascistes qu'en 1943, quand c'était le moment où Mussolini était destitué par les rois, pendant quelques temps, l'Italie, quelques jours, l'Italie, les Italiens, les Italiennes ont cru que le fascisme était tombé, que la guerre allait finir. Et donc, précisément le 25 juillet 1943, quand Mussolini perd le pouvoir, la famille Cervi, pour fêter la fin du fascisme, il décide d'offrir une assiette de pâtes à tous les villages. Et c'est un geste puissant et extrêmement démocratique parce qu'il faut imaginer que c'est la guerre, que tout le monde meurt de faim et que la famille Cervi décide avec plein d'autres antifascistes du village, ils décident donc de partager leurs propres réserves avec toute la communauté, avec tous les villages, quelle que soit la couleur politique. Dans les récits, on découvre qu'ils offrent à manger aussi aux carabinieri, aux quelques peu fascistes qui traînaient encore et qui gardaient leur chemise noire. Et d'ailleurs, un des frères Cervi, dans les souvenirs, il raconte que, pas dans les souvenirs, pardon, dans les livres du père, un des frères Cervi, on raconte qu'il demande aux fascistes qui avaient été un peu, c'était des villageois qui avaient été contraints de porter la chemise noire du fascisme. Il lui dit, tu peux venir à table, mais il lui demande d'enlever la chemise noire. Et ces pauvres hommes aussi lui dit, j'ai que celle-là. Il lui dit, bon, tu peux rester, tu manges. Tu vas prendre conscience aussi jusqu'où tu as amené les fascismes à avoir qu'une chemise noire. Bref, c'est qu'une anecdote pour faire comprendre qu'en réalité, c'est une histoire qui parle d'un contexte d'Italie très, très précis, qui est celui du fascisme historique, donc des années 20 aux années 40 en Italie. Et c'est une histoire qui m'a toujours accompagnée dans ma jeunesse. C'était mon grand-père qui me l'a raconté quand j'étais assez jeune. J'avais 10 ans, 12 ans. C'était une histoire qui revenait souvent. Et c'était une histoire qui m'avait d'ailleurs déjà énormément touchée, justement pour ces gestes des solidarités, ces gestes des partages extrêmement politiques. Mais c'est plus tard, il y a quelques années, quand j'ai commencé à travailler autour de la lutte par l'assiette, donc que j'ai compris, que j'ai repris cette histoire, que j'ai repris dans les mains les livres aussi que Alcide Cervi, donc les pères, avaient écrit en racontant tout leur parcours. Et c'est là que j'avais compris encore plus l'importance sociale et politique. I Cervi, donc cette famille, c'était des paysans qui étaient réussis à se libérer du métayage. Là, les métayages, c'est l'exploitation des paysans par les propriétaires agricoles. Et en Italie, on a eu de formes de métayage jusqu'à la fin des années 70. D'ailleurs, il y a un film magnifique, je fais petite parenthèse, je me permets, d'Alice Rohrwacher, qui s'appelle Heureux comme Lazare. Comme Lazare, j'allais justement en parler, merci. Ce film est d'une beauté inouïe et l'acteur principal est incroyable. Vraiment, pareil, si vous avez l'occasion de voir ce film, Heureux comme Lazaro, il est superbe.
Absolument. Et d'ailleurs, une autre petite parenthèse, l'acteur principal, c'est pas un acteur, il a fait que ses films, il est devenu acteur au travers de ses films, et c'est la réalisatrice qu'il a rencontrée dans une lycée agricole. Donc c'est vraiment quelqu'un qui travaille la question agricole tous les jours. Voilà. Et donc les films, il est extraordinaire, et il parle aussi du métayage, de l'histoire du métayage en Italie. Donc cette famille des paysans, il faut imaginer, c'est des paysans, des paysannes profondément antifascistes qui se libèrent, qui arrivent à se libérer du métayage parce qu'ils font un pari fou. Ils décident de louer une terre qui s'appelle Campi Rossi, littéralement champ rouge. Et cette terre, elle était complètement abandonnée. Personne voulait cultiver cette terre parce elle était vraiment pleine de bosses, et tout le monde se disait c'est impossible de pouvoir la niveler et de pouvoir la travailler. Mais la mère, Genoeffa, la mère des Cervi, donc c'était une femme vraiment extraordinaire. Hein. C'est à nouveau, on est dans les années 30-40 en Italie. Elle apprend à lire et à écrire toute seule. Et elle transmet tout cet amour de la lecture aussi à ses enfants. Et ce qui rend vraiment très, très fort le geste d'émancipation des Cervi, c'est qu'ils commencent à lire aussi des revues pour traiter les sols, pour travailler les sols. Alors, pas forcément pour mettre des engrais, mais la question déjà d'apprendre les nivellements, d'apprendre des techniques un peu aussi, entre guillemets, plus modernes qui venaient de l'Allemagne, qui venaient des Pays-Bas. Et tous ces livres-là, normalement, c'était les maîtres qui les avaient. Et en fait, eux, grâce au fait qu'ils apprennent à lire, à écrire, ils accèdent à une connaissance, ils saisissent, ils comprennent, et ils le mettent en place, ils le mettent en œuvre, et ils arrivent à faire de cette petite terre abandonnée une ferme extraordinaire. Et, euh, et ils auraient pu s'arrêter là, c'est-à-dire se libérer du métayage et puis de vivre dans une modeste abondance assez importante à cette époque-là. Mais en fait, ils décident de mettre toutes les connaissances à disposition. Ils achètent les premiers tracteurs aussi. Il faut imaginer que dans ce contexte-là, acheter un tracteur, c'était vraiment un geste de libération aussi vraiment fondamental. Et ils décident de le partager avec tous les villages. Donc, ils ont déjà dans un partage communautaire des biens aussi qui peuvent servir, qui peuvent aider les paysans, paysannes de quotidien. Et ensuite, il y a Aldo Cervi, donc un des frères Cervi, c'est celui qui amène vraiment la question politique, et il crée des bibliothèques clandestines pour sensibiliser la population locale autour des questions politiques. Ils comprennent vraiment, ils saisissent la question de la lutte des classes, et ils se battent ensemble, aussi avec une compagnie de théâtre, I Sarzi, tous ensemble. Et moi, quand j'ai relu ces livres, que j'ai compris toutes ces actions, voilà, avec mon regard d'aujourd'hui, j'ai vu vraiment une lutte puissante, créée vraiment de plein de personnes différentes. C'est vraiment l'intersectionnalité des luttes. C'est les paysans qui se mettent avec les comédiens, les comédiennes qui font des pièces dans leur village, qui se mettent ensemble avec les ouvrières. Et tous ensemble, ils se battent pour les fascismes, contre les fascismes, pour l'antifascisme. Ils se battent pour récupérer la liberté, la dignité, et surtout pour se libérer de cette violence, de cette peur que les fascismes avaient vraiment imposée, et dans ce totalitarisme qu'on retrouve jusque dans l'assiette. Et là, j'ai relis l'histoire donc de la famille Cervi à cette notion aussi de geste politique par l'assiette. Ce que les choix de cuisiner une assiette des pâtes pour la famille Cervi n'était pas un choix anecdotique. Les partis fascistes de Mussolini détestent à cette époque les pâtes pour des raisons économiques, sociales, culturelles. Pour faire court, parce que voilà, c'est très dense, très complexe, mais on peut déjà dire que Mussolini, il prenait l'autosuffisance alimentaire, mais que l'Italie ne produisait pas assez de blé. D'ailleurs, encore aujourd'hui, il ne produit pas assez de blé, et que donc il avait décidé d'envahir l'Érythrée. À cette époque, l'Italie, il est dans un projet de colonisation du nord d'Afrique. Donc, il décide d'envahir l'Érythrée
pour planter du blé et attendre la quantité nécessaire des farines. Et c'est à ce moment-là que Mussolini décide de mettre en place aussi ce qu'on appelle la bataille du blé, la guerre du blé, et il décide de faire donc du blé l'ennemi numéro un, les pâtes surtout, pardon, l'ennemi numéro un du fascisme. Mussolini veut dire aux Italiens, aux Italiennes, quoi faire de la farine. Avec la farine, on va faire que du pain, voilà, l'élément essentiel pour donner à manger à toutes et à tous. Il décide d'investir beaucoup plus d'argent dans les riz, voilà, qui emportent d'Asie et qui installent justement dans les campagnes, dans les pianura padana, là où il y a les mondines, là où les films dont tu parlais tout à l'heure, voilà, il est un peu inventé. Il met en place tous ces systèmes économiques qui veut le rendre complètement autonome. Il y arrive bien évidemment pas parce que les pâtes, il faut imaginer qu'à cette époque-là, donc à nouveau on est autour de fin des années 30, début des années 40, les pâtes à ce moment-là en Italie ne sont pas si emblématiques aujourd'hui dans la cuisine italienne. La mode des pâtes, elle s'est développée beaucoup plus tard. C'est vraiment le boom économique et c'est aussi grâce oui, à les industries des pâtes sèches que les pâtes se développent partout en Italie. D'abord, si on schématise un tout petit peu, dans le nord d'Italie, on mangeait beaucoup de polenta ou des bouillies, pas simplement avec les maïs qui étaient arrivés beaucoup plus tard, mais avec plein de farine locale, avec un peu de fromage. Voilà, quelques fruits dans le nord qu'on pouvait, des pommes, de poires. Plus on descend, plus on a des légumes. Les pains, c'est l'aliment de base. Et des Naples en bas, on nous appelait i mangiatori di foglie, les mangeurs de feuilles. Donc vraiment beaucoup de légumes et beaucoup de plantes sauvages. Donc l'Italie, elle était quand même à l'époque, comme aujourd'hui, un peu coupée aussi dans ses pratiques alimentaires. Tout le monde faisait Son identité aussi finalement. absolument, absolument. Ce qui les réunifiait, c'est que tout le monde mourait de faim. Voilà, parce que le fascisme, ça a été vraiment extrêmement violent aussi, parce qu'il est rentré en guerre. Donc, tout ce que ça a amené aussi par rapport à la question de cette violence de la faim au quotidien. Et donc, dans ces contextes-là, la famille Cervi décide de faire des pâtes. Alors, dernièrement, j'ai rediscuté avec un des descendants de la famille Cervi. Quelqu'un dit que c'est un choix complètement conscient. D'autres, ils disent, ben non, ils ont fait la recette que sous le moment représentait la recette un peu presque exotique, si on peut dire, ou la recette des fêtes. En tout cas, ils ont choisi un plat qui symboliquement représentait aussi tous les totalitarismes jusque de l'assiette que Mussolini était en train de mettre en œuvre. Il faut savoir en plus que Mussolini s'était fait aider dans cette lutte contre les pâtes par un artiste, Filippo Tommaso Marinetti. C'est le père du mouvement futuriste et il est aussi affectionado du fascisme. Et Filippo Tommaso Marinetti, il a écrit un livre qui s'appelle Les manifestes de la cuisine futuriste. Et dans ces livres, ce qu'il nous dit, c'est que, en quelque sorte, les pâtes sont un aliment du passé qui rendent les gens gros, mous, impuissants et pacifiques, flemmards, donc pas prêts à aller à la guerre et surtout aussi à conquérir des femmes. Donc, quand on le lit, c'est complètement obscène, mais à l'époque, c'était vraiment de la propagande qui arrivait jusque dans nos assiettes. Donc, c'est pour toutes ces questions-là que j'ai pu décrypter à fur et à mesure de mon enquête, des allers-retours que j'ai fait avec l'Italie, la France, les échanges avec les historiens, etc. C'est pour toutes ces questions-là que j'ai compris que les récits de la pasta asciutta antifascista de Casa Cervi, au-delà d'être un récit puissant d'un geste humaniste de partage des réserves pendant la guerre, était aussi un geste de lutte et de résistance au travers d'un antifascisme culinaire. Un antifascisme culinaire qui s'opposait aussi qui ne voulait pas forcément s'opposer, mais en tout cas qui montrait aussi un chemin autre que celui de la lutte armée. Et il pouvait montrer un chemin à toutes et à tous dans lesquels on pouvait s'engager dans le quotidien. Et c'est ça qui m'a énormément touchée. D'autant plus quand j'ai vu il y a quelques années en Italie
que ces fêtes, donc des pâtes antifascistes qu'on fait tous les 25 juillet pour se rappeler de ces gestes, ben, quand je me suis rendu compte que toutes ces fêtes commençaient à être interdites ou instrumentalisées, etc., je me suis dit que cette histoire, elle était vraiment extrêmement puissante et qu'elle rentrait énormément en écho avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Et je l'ai vu comme un merveilleux protocole culinaire relationnel antifasciste à transmettre à tout le monde. C'est pour ça que j'ai décidé de travailler autour de ce spectacle et de cette histoire. Donc c'est un spectacle où toi tu racontes l'histoire, de la Casa Cervi. D'ailleurs, ça s'est pas bien fini pour eux parce que plusieurs hommes de la famille ont été fusillés. Absolument. Le père a survécu, c'est ça? Oui, Donc il a pu oui, écrire un livre dont tu parlais tout à l'heure, Alcide. Mais donc dans ton spectacle, tu racontes, toute cette histoire en faisant voilà, il est là le livre. les vieux livres, pardon. Bah non, bah pardon, attends, c'est super. Donc tu racontes cette histoire de la Casa Cervi et tu en faisant des pâtes. Oui, Donc tu es en plein air souvent. D'ailleurs, c'est beaucoup de tes spectacles ou en tout cas de ce que tu produis qui est aussi, à l'extérieur, comme tu le dis, qui est pas forcément toujours dans une salle de théâtre et cetera. Donc des lieux aussi publics, pour que les gens aussi qui passent puissent voir ce qui se passe. Comme tu le disais, c'est souvent gratuit et donc tu as une assemblée et moi je t'ai vu réfléchir depuis qu'on se connaît, à la table, à l'objet de la table. Est-ce que tu peux juste nous dire, parce que tu disais, ça finit par un banquet, et toi, les gens, quand, dans tous tes projets, les gens ingèrent aussi les choses. Tu parlais de forme de rituel, une forme de symbolique aussi. Et puis, je trouve qu'on en a parlé toutes les deux. Je trouve que quand on parle d'alimentation avec les gens, quand on parle d'alimentation d'un point de vue sociologique, politique, etc., on ne peut pas faire ça le ventre vide. Parce qu'en plus, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément peut-être, suffisamment à manger, qui vont venir et entendre parler de bouffe et repartir avec le ventre vide. Donc déjà, c'est quand même pas très correct. Est-ce que tu peux nous parler de cette table? Je t'ai vue la dernière fois qu'on s'est vu, elle était en cours de mmh, construction, et moi je t'avais vu la phase d'avant quand tu réfléchissais encore. Parle-nous de hem, la table à laquelle sont assises, et assis les personnes qui assistent, à la pasta asciutta antifascista. oui. Alors déjà, juste avant, si tu me permets, je voulais faire une petite précision du coup de la forme, du dedans et dehors de la pasta asciutta antifasciste. La partie du récit dans laquelle je raconte l'histoire et je montre les des étapes de l'enquête et je réalise les pâtes, je la fais à l'intérieur. C'est l'espace qu'on a nommé plus récit et ensuite j'invite le public à répéter les gestes de la famille Cervi, c'est-à-dire de sortir dehors, de prendre sa chaise, d'aller reconquérir l'espace public et de faire un banquet tous dehors et d'ingérer une pasta asciutta antifasciste. Et c'est là que la table rentre en jeu quand les gens sortent du théâtre, dans la salle dans laquelle on a fait la représentation. Et du coup, dehors, dans l'espace public, devant le parc du théâtre, dans un jardin à côté, on installe, le public est invité à assembler une table. Et cette table, elle a une particularité. Elle n'a pas de pied et elle tient que grâce à l'engagement des uns et des autres. En fait, cette table, elle est née d'une longue réflexion. Je voulais effectivement que cette table ne soit pas juste un objet dans lequel on s'assoit et on partage notre nourriture. Déjà c'est là, ça m'intéressait parce que ça allait être l'axe de la rencontre, etc., de la convivialité, la commensalité. Mais je voulais dépasser cette étape-là et je voulais que la table, ce soit un vrai outil qui nous confronte spatialement, physiquement, collectivement à l'épreuve de l'engagement et à l'épreuve de la démocratie. J'ai imaginé un peu cette table comme la démocratie, une table sans pied qui est lourde à porter, qu'il faut que chacun, chacune porte. Parfois, on a envie de la lâcher parce elle est trop fatigante. On ne la porte pas tous de la même manière. Et pourtant, si on a envie de continuer toutes et tous à manger, à être ensemble, ben, il faut qu'on reste, malgré les différences, malgré les conflits, qu'on reste là à côté des uns et des autres et qu'on se regarde les uns et les autres et qu'on réagisse aux gestes à chacun, à chacune. Donc voilà, d'abord, c'était vraiment une réflexion mentale et j'ai été accompagnée par Manu David, qui c'est les constructeurs, régisseurs de la compagnie, scénographe aussi, et aussi la table la plus
s'est réalisé prendre vie grâce à la collaboration artistique que j'ai réalisée avec Barreau et Charbonnet. C'est un collectif des designers qui ont conçu, dessiné et à fur et à mesure des allers-retours avec mon équipe ont réalisé donc une table finale. Et, euh, et c'est une expérience assez atypique à faire vivre aux spectateurs, spectatrices. Souvent, quand les gens elles sortent, pourtant je leur explique à la fin du récit, un peu comme je viens d'expliquer, qu'on va pour pouvoir ingérer une assiette des pâtes antifascistes, il faut assembler la table. Eh bien, il y en a beaucoup qui se regardent autour, qui attendent, soit qu'on les sert, soit qu'on les aide, ou peut-être, je ne sais pas, peut-être ils sont juste tout simplement en train d'engérer les récits, l'histoire. En tout cas, c'est très intéressant de voir à chaque fois comme chaque groupe de spectateurs, spectatrices réagit différemment à la table. Et, euh, et du coup, c'est un objet vivant, c'est un objet symbolique du quotidien, à nouveau, qui fait partie de la manière de manger, qu'il est retravaillé symboliquement pour amener un geste dramaturgique fort. Voilà, c'est un peu ça que j'ai voulu travailler autour de la table antifasciste. Ouais, dans ton travail, il y a beaucoup cette, idée de l'attention. Moi, c'est ça que j'apprécie énormément, que je trouve, assez original aussi, enfin très original même. L'attention portée au geste, l'attention portée au récit, l'attention portée au regard. Tu disais l'attention portée aux autres, en fait. Et ouais, il y a eu un article de Libé, qui était consacré, tout à l'heure, Eurial l'a mis dans le chat, à ta passage antifasciste. Et bon, bah, sans surprise, l'extrême droite t'es tombé dessus. Pourquoi, à ton avis, ça a fâché les fachos? Mais parce que ça rentre en écho avec ce que se passe aujourd'hui, bien évidemment, parce que en fait, ce spectacle et cette histoire, c'est une manière très simple et très incarnée de dire que depuis toujours, la, la nourriture a toujours été un geste politique. Et qu'on le veuille ou pas, qu'on soit conscient ou pas, manger, cuisiner, offrir à manger, créer une tablée en espace public, choisir ce qu'on y met dedans, qui on assoit ou pas, tout cela est politique. Tout cela a à nouveau créé les mondes qu'on veut créer. Voilà. Et donc, je pense que ça a questionné à cet endroit-là. C'est très révélateur, en fait, aussi de comment chacun, chacune se positionne face à cette question que manger est politique. Je pense aussi qu'il y a l'aspect artistique qui leur plaît pas, parce que l'extrême droite, elle est contre la culture, hein, on va pas passer par Oui, 4 chemins. Donc je pense qu'il y a aussi ça, une forme de haine vis-à-vis d'une culture qui n'est pas, bah, comme, on parlait du fascisme, italien, on peut parler des nazis aussi, hein, qui détruisaient, des œuvres qui n'étaient pas au goût de leur idéologie et de leur projet politique. Donc il y a aussi cette haine, de certaines formes de culture, qui à mon avis, sont, et justement au cœur, du fait de critiquer, toi, de critiquer aussi d'autres artistes. Mais surtout, oui, moi je sais que, enfin, tu sais très bien, on en a déjà parlé, le cyberharcèlement que je prends, la lettre, j'ai reçu une lettre, anonyme d'insultes chez moi. mm. Globalement, à chaque fois, c'est: «Mais il faut arrêter de politiser l'alimentation, tous ces gauchistes racontent n'importe quoi, c'est pas du tout politique». Est-ce que tu as joué ton spectacle en Italie? Non. Alors, déjà, préciser, ce spectacle, il est né en mai 2026, donc il y a un mois. C'est les fruits de 2 ans de recherche, mais il est tout frais, il est tout nouveau. Donc moi, ça fait plus de ça fait 25 ans, 26 ans que je ne vis plus en Italie. Donc, j'ai plus l'habitude de travailler, de tourner en France, en Suisse, en Belgique, donc dans des pays francophones, et moins en Italie. Mais il y a des théâtres qui ont soutenu le projet, dont Sardegna Teatro, donc en Sardaigne, qui souhaiterait énormément l'accueillir. Aussi ERT, Emilia Romagna Teatri, donc les théâtres régionaux donc, de la région de la famille Cervi, qui souhaiterait nous inviter. Pour le moment, on n'a pas encore pu réaliser, c'est en programme, mais il serait très important en fait de réavoir un temps de réadaptation
pas simplement pour la question de la langue, mais aussi pour des questions culturelles. Parce que voilà, ce qu'aujourd'hui raconte la pasta asciutta antifasciste en France, c'est pas la même chose qu'il va raconter en Italie, etc., etc. Donc voilà, c'est pas dans l'immédiat, mais on a très 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 envie de pouvoir le réaliser. Par contre, en Italie, c'est que c'est génial, c'est qu'il existe déjà la fête communautaire du 25 juillet des pastas antifascistes. D'ailleurs, moi, ça fait 2 ans que j'y vais. Tous les 25 juillet, je vais à Casa Cervi. Donc, la ferme de la maison de Cervi est devenue un lieu de mémoire de la résistance, mais un lieu de mémoire vivant, comme ils disent. Et donc, chaque année, la famille Cervi, tous les descendants, ils offrent à manger l'assiette des pâtes à plus de 4000 personnes. Et on traite de sujets extraordinaires, actuels. L'année dernière, chacun pouvait donner ce qu'il voulait en échange de cette assiette des pâtes. Et tout l'argent a été dévolu aussi à la lutte pour la Palestine libre. Donc, c'est extraordinaire. On ne traite pas que de sujets de la résistance des années 40, mais à nouveau, c'est vraiment l'intersectionnalité des luttes, que ce soit d'un point de vue du sol, du territoire, mais aussi, par exemple, je trouve extraordinaire, toutes les personnes qui servent, ce sont les pastas, parce qu'il y a beaucoup de serveurs, serveuses pour servir 4000 personnes. Ce sont des jeunes qui sont engagés dans un projet des fermes qui se battent contre la mafia, parce qu'en Italie, beaucoup de fermes sont assujettées à cette violence, à ce pouvoir invisible, mais très, très, très violent de la mafia. Donc, ce sont des jeunes qui font tout un programme pour prendre conscience de cela et pour accompagner les agriculteurs et agricultrices qui vivent donc cette violence. Donc, c'est extraordinaire. J'invite toutes et tous y aller. Voilà, c'est à Campegine. Vous pouvez aller sur le site internet de l'Istituto Cervi. Et voilà. Donc, prochainement, peut-être les spectacles en Italie. Mais entre-temps, pour ceux qui sont en Italie, ben, vous pouvez aller fêter la pasta asciutta antifasciste à Casa Cervi. Et d'ailleurs, un des objectifs du spectacle, c'est que à la fin, je donne justement toutes les informations pour pouvoir réaliser une pasta asciutta antifascista chez soi aussi en France. Parce que la pasta antifa, c'est faite dans plus de 350 lieux dans le monde, mais pas encore en France. Et d'ailleurs, c'était une des demandes de Mario Cervi, le fils d'Agostino, un des 7 frères Cervi, qui est mort en 1943, qui m'a demandé d'être un peu la passeuse de cette histoire et d'organiser des pasta asciutta antifascistas en France. On va justement finir, en parlant des banquets et puis aussi du réseau Ça mijote. D'ailleurs, est-ce que tu as des dates en France à nouveau pour, ce spectacle qui sont prévues? Oui, alors, ils vont être bientôt affichés sur mon site internet. C'est à partir du mois d'octobre, on sera à Bordeaux et puis ensuite, on sera en Rhône-Alpes, au théâtre de Vénissieux en janvier et puis on va revenir dans le sud de la France, à Toulon et encore des dates. On sera aussi au Nest, Centre dramatique, transfrontalier de Thionville. Voilà, tous les dates seront bientôt affichées voilà, sous florianfacchini.com. Ce sera facile de trouver les informations dans Agenda. Il y a alors bonjour aux gens qui nous rejoignent, bonjour Med. Eurial dit: «Le monsieur mort en 1943». C'est plusieurs en fait, c'est plusieurs, membres, de la famille Cervi qui sont morts en 43 et il y a eu, le papa qui lui, n'a pas été fusillé. Donc j'espère que je réponds à ta question, Eurial. Oui, parce qu'on parlait de l'Italie aussi, parce qu'en Italie, bah, évidemment, hein, vous n'ignorez pas de savoir qu'il y a un gouvernement fasciste, hein, au pouvoir, et on n'est pas dans, un fascisme qui se cache, en plus, hein. Il est vraiment, il est bien bien frontal ce fascisme. Hem, je voudrais finir pour parler des banquets et justement hyper intéressant et Auriel a mis un lien aussi vers, le France des Terres, du 27 avril où on parle des canons du canon français, qui donc, sont des banquets financés en partie, et co-dirigés maintenant par le fonds d'investissement Otium du milliardaire, d'extrême droite, catho-traditionnaliste, Pierre-Édouard Stérin. Donc des banquets qui sont organisés un peu partout en France, qui sont des banquets qui coûtent quand même très cher, hein, c'est 80 € par personne. Hem
dans toutes les régions, possibles, et là-bas, on mange quoi? Bah, on mange principalement, de la charcuterie, du cochon et on boit du vin et on a documenté des saluts nazis, des propos, racistes, antisémites, islamophobes, xénophobes. Donc il y a des bérets, et des drapeaux tricolores. Non pas que le béret et le drapeau tricolore soient des symboles, ontologiquement fascistes ou nationalistes, mais en tout cas, on sait que ces banquets peuvent être, un véhicule de l'extrême droite, en France notamment. Et donc je trouve, vraiment, hyper intéressant ce que tu dis sur, la volonté, de la famille Cervi, que ces pâtes antifa, que ces banquets populaires, arrivent en France pour contrer aussi finalement, d'autres banquets qui aujourd'hui ont pris, disons, une place, qui commence à être importante et qui sont, une espèce de véhicule de l'extrême droite, et qui instrumentalisent, l'alimentation, à des fins, politiques et politiques d'extrême droite. Donc, c'est aussi cette question du gastronationalisme qui, tu le sais, est chère à mon cœur et sur lequel je travaille beaucoup en ce moment pour peut-être un prochain ouvrage. Mmh. Mmh. Teaser, teaser. Hem Oui, donc oui et puis je rappelle, oui, Pierre-Édouard Sterrin, milliardaire évadé fiscal, hein, évidemment, parce que sinon ce serait pas drôle, hein. Les patriotes français et évadés fiscaux, on les adore vraiment. Je voudrais, pour terminer, que tu nous parles du réseau Ça mijote. Oui, alors les réseaux Samijotte, c'est un réseau dont j'ai fait partie, qui a été initié par Chloé, Ternier de la Scène nationale de la Garance, donc c'est la directrice. Ces réseaux, il a été pensé avec, des artistes, du monde, du spectacle vivant, mais voilà, liés à la question culinaire, des cuisiniers aussi, mais plus particulièrement, il est né de cette idée de réunir un réseau de spécialistes du secteur, donc des programmateurs, programmatrices, des directeurs, directrices de théâtre, qui décident de amener dans la programmation des spectacles d'art culinaire et aussi qui décident d'accompagner des artistes qui sont aussi des artistes culinaires. Donc c'est un réseau qui a permis déjà de nous dire nous sommes un certain nombre à s'intéresser à ces sujets, à partager les mêmes, questions, les mêmes problématiques et donc il veut devenir une boîte outils qui peut partager donc, tous les expertises qu'on est en train de partager ensemble, à fur et à mesure de monter ensemble de projets artistico-culinaires et cetera et veut être aussi un endroit pour, is comment dire? Donner de la valeur aussi à l'art culinaire que pendant des années, pendant des siècles, n'a jamais été considéré comme une vraie art. Là, c'est marrant, hein. La gastronomie, dans le monde gastronomique, elle a tout de suite, la cuisine devient quelque chose d'artistique, voilà, pour les chefs, mais très, très, très cher, inaccessible. Alors que dans les théâtres, la cuisine a pris vraiment du temps à être valorisée et reconnue à sa juste valeur, avec tout ce qu'elle apporte aussi à un niveau de structure narrative et sensorielle et de l'expérience en soi. Il faut préciser que dans l'art contemporain, il y a toujours eu des artistes qui ont travaillé la question de l'alimentation, mais voilà, dans une niche. Et moi, c'est aujourd'hui aussi dans le monde du spectacle vivant, on s'empare de cet art, de ce langage, et ça permet aussi de donner accès à ce grand nombre de publics avec des prix des spectacles qui sont, comme je disais, entre 5 20 euros et qui intègrent un coût de billet de spectacle et un repas. Donc, je trouve que c'est vraiment très intéressant aussi de donner de l'ouverture, de la fraîcheur aussi au monde du spectacle vivant. Parce que la cuisine, on l'a dit encore une fois, avec ça, amène plein des questions politiques et sociales. Et donc, ces réseaux, ils servent à accompagner les artistes et à soutenir leur diffusion. Oui, réapproprions-nous, l'alimentation, la cuisine, l'acte culinaire, les rituels culinaires aussi. Ne les laissons pas, comme tu le disais, aux 1 aux plus privilégiés qui peuvent s'asseoir dans un resto avec une nappe blanche, et payer des menus, à 200 €. Mais oui, la cuisine, c'est pour tout le monde. La bouffe, on peut en parler, qu'on ait, 7 ans, 77 ans et quel que soit
nombre d'euros sur son compte en banque. Ça se voit que je fatigue avec la chaleur, là, je n'en peux plus. J'ai le cerveau qui fond littéralement. Il mijote, tu vois, ça mijote. Et concernant les créations autour de l'art culinaire, si vous voulez aller voir les autres créations, en plus de celles de Floriane Facchini, vous pouvez aller sur le site donc, de la Garance, donc à Cavaillon, la scène nationale. Il y a eu un festival il n'y a pas longtemps qui s'appelait Confi, je crois. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de créations culinaires, dont Autophagie, que je rêve de voir, que j'ai toujours pas vu, d'Eva Doumbia, qui a l'air absolument incroyable. Donc, si vous voulez aller un peu voir tout ce qui se passe autour, vous allez voir la programmation passée de ce festival et vous allez avoir envie de voir beaucoup de choses, je pense. Où est-ce qu'on peut te voir bientôt, Floriane? Bientôt, donc, ben là, c'est la Manifattura qui va continuer donc à la scène nationale de Marseille, au ZEF, qui va reprendre de mois de septembre. Ensuite, bien, il y a tous les projets à Tavola, qui, donc entre les Alpilles et les Luberons, qui va s'ouvrir au public par des dégustations, par des moments de partage d'enquête qui s'appellent les mises en bouche. Donc, pareil, toutes ces dates-là, elles seront bientôt affichées sur les sites internet. Puis, je vais travailler aussi, donc je vais mettre en œuvre une étape 2 de la Manifattura, cette fois-ci au Nest, donc au Centre dramatique transfrontalier de Thionville. Et ensuite, je vais travailler pas mal en Suisse parce que je suis artiste associée aussi à la Chaux de Fonds. Et il y a un projet aussi avec Bourges, avec Camille de Toledo, que ce sera la suite de Ce que nous dit l'eau. Donc, ces rituels culinaires d'attachement au travers de la rivière. Il y aura une suite qui se fera avec, et à partir du nouveau projet de cet auteur jouiste Camille de Toledo qui s'appelle l'International des rivières. Et bien évidemment, la Pastantifa, comme on disait tout à l'heure, à partir du mois d'octobre, va continuer. Et puis, je vais démarrer les nouveaux projets qui s'appellent La rivolta delle gelsomine e altre storie di lotta e di piante, la rivolte des gelsomines et autres histoires de lutte et des plantes. Donc, les gelsomines, ce sont des femmes qui cueillaient les jasmins en Sicile dans les années 40. Ce sont les premières qui se sont rébellées. Et donc, je parle des mondines, entre autres, mais je parle aussi des cueilleuses en Sardaigne qui aujourd'hui se battent contre des radars anti-migrants. Donc, je pars cette fois-ci de la cueillette et j'essaye de montrer que comme la cuisine, ce n'est pas un geste neutre qui est toujours pris entre lutte, emprise, etc. Et donc, voilà, il y aura aussi beaucoup de résidences autour de cette nouvelle création. Tellement hâte. Et d'ailleurs, on parle de femmes depuis tout à l'heure, de femmes nourricières, de femmes résistantes, de femmes révoltées. Eh bien, ça me fait penser à une notion qui s'appelle l'écoféminisme et qui est la mère du mot écoféminisme. Eh bien, ne serait-ce pas Françoise Daubonne? Et qui est Françoise Daubonne? Ne serait-ce pas la grand-mère de David Dufresne? Eh ben oui, ben voilà, on y revient toujours, au patron finalement, on revient toujours à David Dufresne. Il est partout celui-là, hein, même là où on l'attend pas. Donc moi j'ai tellement hâte d'aller voir tout ça. Et oui, Bourges, tu en parlais parce que capitale de la culture européenne 2028, figurez-vous. Figurez-vous. Donc, ah oui, non, une avant-dernière question. On parlait des banquets, pardon, j'avais oublié de te demander, en Italie, hormis les banquets Casa Cervi, est-ce qu'il y a d'autres banquets populaires comme ça? Est-ce que tu sais s'il y a d'autres banquets populaires dans le pays qui se sont organisés peut-être avant le gouvernement Meloni ou depuis le gouvernement Meloni? Alors, pas que je sache. Alors, c'est clair que la nourriture, les choix, les menus, ça peut induire à exclure de gens, malgré qu'il y a une volonté ou pas. En tout cas, je n'ai pas connu vraiment, je ne connais pas l'existence de banquets qui portent, voilà, c'est les valeurs telles que tu as présenté, celui du canot français. Il n'y a pas la même chose. Par contre, c'est que c'est très problématique, c'est qu'on sent que la question de l'alimentation aussi, elle est très instrumentalisée, et même la question de la lutte. Alors aujourd'hui, moi j'ai décidé franchement de faire ces spectacles aussi parce que je n'en pouvais plus d'entendre que les mots antifascistes
antifasciste devenait un mot presque terroriste. Je ne pouvais pas entendre cela. En Italie, on a une histoire, notre constitution, elle est antifasciste. Ce sont les antifascistes qui ont libéré, avec les alliés, bien sûr, qui ont libéré l'Italie, qui se sont battus contre le fascisme, contre le nazisme. Donc pour moi, c'était impossible d'oublier toute cette histoire, de toutes ces femmes et ces hommes qui se sont battus, qui étaient des féministes, des antifascistes, des anticapitalistes et qui ont fait qu'aujourd'hui, on est quand même, malgré tout, pas mal. Et donc, pour moi, c'était important. Et en Italie, ce qui m'a énormément touchée pendant mon enquête, c'est que même s'il y a une instrumentalisation, je fais un exemple très, très simple, mais très marquant. Le 1er mai, en Italie, on fête la fête des travailleurs. Voilà. C'est une fête très importante en Italie. Et chaque année, l'État offre aux Italiens, aux Italiennes, particulièrement aux Romains, aux Romaines, un grand concert gratuit avec des têtes d'affiche magnifiques. Et on chante bien évidemment tous les années Bella Ciao. Cette année, il y a une nouvelle chanteuse dont je ne me souviens pas son prénom, mais c'est une jeune femme qui chante la chanson et elle a changé les paroles de Bella Ciao. Elle a enlevé partigiano, partisan, et elle a remplacé par humanité. Bien évidemment, elle s'est fait huer partout. Et elle, tout son propos, c'était de dire il faut arrêter avec cette histoire des partisans, c'est vieux. Aujourd'hui, c'est pas tant le partisan qui fait la résistance, c'est l'humanité. Et moi, j'avais envie de dire pardon, excusez-moi, en fait, les deux mots c'est pas du tout la même chose. Et je me suis dit que là, il y a des gestes vraiment flagrants, des instrumentalisations, des glissements linguistiques, des changements, des remplacements qui sont en train de se faire. Et heureusement, toute l'Italie a hué ces changements et ce n'est pas possible en fait. Les mots sont importants, oui, bien évidemment, parce qu'elles nous permettent de voir qu'est-ce qu'on lui a mis dedans, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et on ne peut pas tout simplement changer partisan, partisane avec humanité. Bref, déjà dire tout cela. Et par contre, une toute dernière chose plus réjouissante, c'est de dire qu'en Italie, il y a une sorte d'usage des coutumes de cuisine antifasciste. Comme tu sais, à la Manifattura à Marseille, on a beaucoup parlé. Je t'ai raconté, il n'y a pas que la pasta asciutta antifasciste, il y a i cappelletti bastonati, donc il y a plein d'autres recettes qui symboliquement incarnent aussi des gestes de lutte par l'assiette. Qu'est-ce que ça veut dire, Capelle Bastonati? Cappelletti. Cappelletti, littéralement, c'est un petit chapeau, c'est un petit raviolo. Et bastonati, c'est parce que justement, c'était les repas des communistes, des antifascistes du 1er mai. C'était des petits raviolis en bouillon qu'on mangeait le 1er mai. Et les fascistes, ils savaient très bien dans quelle maison aller. Ils rentraient, ils défonçaient les portes et ils renversaient les soupières avec i cappelletti dedans et les écrasaient pour empêcher les gens de manger. Et les antifascistes, du coup, ont changé les noms de la recette. Ils les ont appelés cappelletti bastonati, c'est-à-dire des petits recettes des petits raviolis bastonnés. Et on continue à les manger même si vous allez nous bastonner. Et donc, pareil, aujourd'hui, les 1er mai, si vous allez pareil dans la région de Reggio Emilia, c'est une région vraiment antifasciste historique, là, vous avez la festa della pasta asciutta antifascista et des cappelletti bastonati. J'ai envie de dire viva la pasta, tu vois? Voilà, c'est comme ça. Allez, pour finir, ma question habituelle, est-ce que tu as une reco culturelle pour nous? Un livre, un jeu vidéo, un film, une pièce de théâtre, un podcast, une chanson, quelque chose que tu veux nous partager? Alors, les livres, je les ai plein. Alors, parce qu'en plus, c'est ce qui me guide toujours à chaque fois. Je peux vous montrer ce que je viens d'acheter là et que je vais commencer. Donc, Donner à manger, Joël Zask, politique d'un geste ordinaire. Voilà, ça. Ça, c'est la scène nationale de l'Essonne qui m'en a parlé. D'ailleurs, ils ont créé un festival qui s'appelle Mézerméveil. Voilà, ça me donne très envie. Et puis là, je suis en train de lire aussi, c'est les livres de Clarisse Desbas, l'ethnobotaniste avec qui je travaille. C'est un livre extraordinaire qui est écrit sous le temps du végétal, qui vient de sortir Actes Sud. Et après, je pense que je pourrais vous parler aussi d'un podcast
que j'aime beaucoup. Alors, c'est un podcast qui est plutôt lié au spectacle vivant, mais c'est un podcast vraiment qui mérite d'être découvert parce que, comme tu le fais, Nora, c'est vraiment de temps long dans lesquels vous prenez vraiment le temps d'échanger avec les personnes et c'est pas juste 10, 15 minutes, 20 minutes, tu passes à la radio, deux questions, c'est fini. Et c'est les podcasts des Zineb Soualaimani, c'est les beaux bizarres. Voilà, si jamais quelqu'un entre vous le connaît pas, je vous conseille de l'écouter. On mettra toutes ces recommandations évidemment dans le texte de l'émission sur le site Au Poste. Merci beaucoup, Floriane Facchini. Enfin, Moi, je suis trop contente de t'avoir reçu. Donc, je rappelle, vous allez sur le site, sur l'agenda, il y aura toutes les dates pour aller voir les spectacles, et puis les créations, et puis les enquêtes en cours, et tous les projets de Floriane et puis de son équipe. Je rappelle aussi que Au Poste est partenaire du Frida Film Festival. Il y a l'affiche devant moi, là. Très belle affiche du Frida Film Festival à Paris, du 26 au 29 juin. Et il y a donc des projections, il y a aussi une masterclass. Ah bah voilà, merci. Ah, il est formidable, il est là. Voilà. Voilà, Nayan est là, il m'a passé le flyer. Voilà, donc avec le soutien du Centre Pompidou, les Inrocks, Télérama, tout ça, une très belle photo de Jean-Gabriel Perriot, Une vie manifeste du film. Donc c'est festival et rencontre itinérante du film d'art. Voilà, 27, oui pas 26, pourquoi je dis 26, 27, 29 juin 2026. Frida Film Festival, il y a David Dufresne, je ne sais pas si vous le connaissez. C'était qui disait Max Glycine qui disait, il paraît, Pascal Praud aime beaucoup David Dufresne, non je rigole. Je pense qu'il aime autant David Dufresne qu'il aime Guillaume Meurice, c'est-à-dire pas. Ah oui, non, mais en plus j'ai l'affiche de l'autre côté. Moi je suis vraiment, waouh, vraiment la chaleur me fait fondre le cerveau. Il y a l'affiche qui est ici en grand. Ouh, il est temps que je rentre chez moi, me mettre en slip hein, devant un ventilateur poussé au max. Donc merci Floriane, merci Eurial comme d'habitude dans le chat, merci à tous les oppostiens en postiennes qui ont suivi cette émission et qui suivent Bouffe de là tous les mois, puis depuis 2 ans, Medbel, Antispé, tout ça, merci, bravo pour l'émission, on nous dit bah bravo, merci. Oui, Antispé, 269, Bella Ciao, Yao, oui c'est mieux, bah écoute, de toute façon c'est pas grave, on a tout compris. RGZR7 qui dit grazie mille per tutta la sua parola, eh bien écoute. oh, grazie mille a voi. Voilà. Merci pour le live caniculaire, nous dit Right Eyebrow. Bah ouais, écoute, on est là, on résiste à la chaleur aussi, pas que aux fascistes. Merci à Nayan, évidemment, comme d'habitude, à la réalisation. Je rappelle que Nayan a une émission sur le cinéma qui s'appelle Silence Plateau. Silence Plateau, vous avez compris. Voilà, vous pouvez aller voir Silence Plateau. Merci donc à tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner. Maintenant, vous pouvez aussi vous abonner à partir de 2 € par mois. Et vous savez que les abonnements comme ça sur l'année ou par mois, bah, ça aide aussi à voir un peu plus loin en termes de finances. Parce que bien évidemment, on ne vous cache pas que c'est compliqué d'être un média indépendant. On espère que l'année prochaine, ce sera pas encore plus compliqué, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on votez bien, hein, vous savez pour qui, hein, de toute façon. On se retrouve à la rentrée pour de nouvelles émissions Bouffe de là. Mais avant ça, on se retrouve pour Qui va faire la vaisselle, mon émission sur les enjeux de genre, le 29 juin, où l'on va parler de l'homme nouveau. Je mets des guillemets, où je vais recevoir Mélanie Gourarier et Laura Verker qui ont écrit un livre sur l'homme nouveau, plutôt contre l'homme nouveau. Donc on va parler de l'homme nouveau, est-ce que c'est une nouvelle arnaque du patriarcat, qu'est-ce que c'est que l'homme nouveau, déconstruit, etc. etc. Est-ce que c'est pas juste un nouvel avatar de la domination masculine? Eh bien pour le savoir, vous pouvez suivre Qui va faire la vaisselle le 29 juin. Voilà. Merci encore Floriane Facchini, c'était un plaisir de t'écouter. Merci à vous, merci à toi pour l'invitation, à toute l'équipe. Grazie. Et je vois qu'Uriel a des super emojis pour les pauses hydratation, hein. Donc là, on a c'est Jean-Luc. Il y a Jean-Luc qui boit de l'eau, puis il y a aussi l'emoji eau. Je vais l'appeler Orial. Voilà, Uriel, je t'appelle Orial maintenant. Et oui, Thémorophile qui relie les deux. L'homme nouveau, c'est d'abord un concept de l'Italie fasciste. Uriel me dit le 30 juin. Ah oui, c'est le 30 juin. Non mais alors vraiment, me demandez pas là les dates, les chiffres, j'en peux plus. Voilà, non mais là, ça suffit. Je vais rendre l'antenne, hein, ce sera mieux pour tout le monde. Allez me rafraîchir aussi. Merci à tous et on se voit le 30 juin et allez au Frida Film Festival. Ciao. On essaye de mettre
mettre un peu de trouble dans l'ordre dominant qui met ensemble les mots et les choses, les mots et les images. La riposte, c'est vous. Suivez la chaîne, activez la cloche, donnez au poste. De ce qui nous arrive et des choix qu'on a. C'est le temps, c'est rarissime, mais c'est précieux de pouvoir prendre le temps. C'est super précieux des espaces comme celui-là. On a créé des liens entre nous. On a échangé, on a réfléchi ensemble. Ouais, j'espère qu'on a partagé aussi et on a essayé de se comprendre. Un moment de partage et de transmission et peut-être d'un hymne affectueux et fraternel comme un antidote contre le découragement. Ça n'empêche pas de penser ensemble. D'abord, ça fait du bien aujourd'hui des fois de réaliser qu'on est beaucoup plus qu'on imagine à partager des convictions. Vous nous avez permis d'aller plus loin dans notre réflexion et puis d'avoir cet échange avec d'autres citoyens. Je dirais qu'on a fait ce qu'on devrait faire, c'est-à-dire toujours, c'est-à-dire se parler et échanger. On a simplement vécu notre humanité. Tout simplement. Qu'avons-nous fait au poste ? On m'a donné la parole. C'est essentiel, on ne nous donne pas la parole. Nous, c'est toutes les victimes, en général. Des confidences. Et puis, à un moment donné, un moment de vérité. J'espère que ce matin, nous avons fait en sorte de ne plus être seuls sur cette question. On a pris un temps long, et le temps long, à mon sens, est une arme contre le pouvoir. J'allais dire, on a respiré, tout simplement.